Bien, bonjour à tous. Effectivement, nous allons commencer les conférences et les témoignages du thème 1, donc on aura intitulé Faire face à la crise. Donc bonjour à tous. Donc je suis chargée de vous présenter effectivement l'ensemble des concepts qu'on peut être amené à utiliser dans les histoires de risques et de crises forestières. Donc je vous ai fait là un nuage de mots qui correspond à peu près au sujet qui m'a été confié comme un sujet d'examen de fin d'année là. La commande, c'est d'essayer de vous organiser tous ces concepts qu'on utilise et qui sont parfois un peu confus et pas toujours utilisés de la même manière par tout le monde. Donc je vais vous introduire la notion de crise, non pas par les crises sanitaires en forêt parce qu'on va en manger pendant 3 jours. Je vais prendre une crise que vous avez tous en mémoire puisqu'on est encore plus ou moins dedans. C'est la crise Covid. En fait, pour parler d'une crise, il faut commencer par savoir de quel enjeu on va parler. Est-ce que c'est une crise économique, une crise sanitaire, une crise écologique ? Dans le secteur forêt-bois, ça va être différents enjeux économiques, de production, d'exploitation forestière, de renouvellement de peuplement, de biodiversité, voire de sécurité pour l'accueil du public ou pour l'exploitation. Donc en fait, il faut commencer par savoir de quel service, de quelle fonction on va s'intéresser. Et ces enjeux ont une valeur qui peut être économique, sociale ou environnementale. Et pourquoi c'est important de commencer par réfléchir à l'enjeu? C'est que selon l'enjeu, on va choisir des indicateurs qui vont être différents. Dans le cas de la crise Covid, vous avez vu évoluer au cours de la progression de la crise les indicateurs et on s'est préoccupé de la crise sanitaire, de la crise hospitalière et donc on s'est intéressé au nombre de personnes hospitalisées, de nouveaux cas, de mortalité, de nombre d'hospitalisés en soins critiques par exemple. Et de l'extension spatiale, de la durée et du degré de désorganisation du secteur qui est impacté va dépendre le niveau décisionnel et les outils à mobiliser. La décision et l'action va reposer sur une notion importante qui est la notion de dépassement de seuil, c'est-à-dire la capacité à encaisser le choc, la désorganisation. Et donc, pour avoir cette notion de dépassement de seuil, il faut une surveillance, une métrique pour objectiver et suivre la crise. Et ces indicateurs permettent, et ce dépassement de seuil permettent de déclarer qu'on est dans une crise ou qu'on sort de crise, de mettre en place les outils de gestion de crise, en particulier une cellule de crise et une communication. Donc, on définit un seuil. Ce seuil permet de déclarer qu'on est en crise, voire en guerre, et permet de déclencher l'action, c'est-à-dire, par exemple, de décider du confinement ou du déconfinement. Au cours de la crise, on peut être amené à s'adapter, c'est-à-dire, par exemple, à augmenter les capacités d'accueil des patients en soins intensifs. À ce moment-là, on déplace le seuil et la crise suivante va permettre d'encaisser plus le choc et donc le niveau de déclenchement de crise peut évoluer au cours du temps grâce à des actions d'adaptation. Alors cette crise Covid n'est pas du tout différente des crises que nous avons à gérer en forêt. Et je prends ici l'exemple d'un monitoring d'une dynamique de crise sylvosanitaire et de ses conséquences pour la gestion. Ici, c'est un exemple qui est bien connu de certains de nos collègues présents aujourd'hui, qui concerne les chênaies du pays des étangs, en Moselle. L'enjeu ici est la production de chênes, et donc c'est un enjeu économique, dans lequel l'indicateur utilisé est le volume de chêne sec et dépérissant, ici représenté sur l'axe vertical, qui a été suivi au cours du temps. Et à partir d'un certain seuil de récolte de produits accidentels, entre 10 et 20% des récoltes normales. Ici, l'intérêt de cet exemple, c'est d'être un cas où on a une succession de 2 crises. Et donc, les différents seuils ont été calculés en fonction de la possibilité du massif étudié, de l'essence. Et ça, ce sont des choses qu'il faut réfléchir donc au cas par cas.
Par exemple, ce n'est pas les mêmes seuils en plaine ou en montagne, et selon la possibilité des essences dans les massifs. Et en fonction de ces deux seuils, eh bien, on va être dans de la gestion courante tant qu'on est en dessous de ces 10% de récolte de produits accidentels, en vigilance accrue lorsqu'on est entre 10 et 20%, et en gestion de crise, c'est-à-dire qu'on abandonne la gestion courante pour se focaliser sur la gestion de crise lorsqu'on dépasse ce seuil ici représenté en rouge. Et ce seuil rouge permet donc de définir l'entrée et la sortie de crise, ce qui est important puisque lorsqu'on sort de crise, on abandonne la gestion de crise pour repasser en gestion courante. Sur cet exemple, nous avons 2 entrées de crise et une seule sortie de crise, la deuxième crise étant terminée quelques années après la fin de mon graphique. Alors, l'indicateur utilisé pour décrire le processus de crise, il peut être variable, il dépend évidemment de l'enjeu. Ici, on s'intéresse au volume de chaîne. Dans d'autres cas, ça peut être la surface de plantation en échec parce qu'on s'intéresse à un enjeu de régénération. Ça peut être un enjeu tout à fait autre. Et dans ce cas-là, il faut adapter l'indicateur. Vous aurez juste après un exposé sur les indicateurs et le besoin de surveillance pour avoir une description suivie dans le temps de ces dynamiques de crise. Alors pourquoi j'insiste sur l'importance de ces indicateurs? C'est parce qu'en fait, on entend de plus en plus les forestiers parler de crise permanente. Et c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des crises avec des vagues et des pics de récolte anormale, de produits accidentels, suivis de périodes de rémission qui permettent à l'indicateur de revenir soit vers son état initial, soit vers un état différent, mais qui devient un nouvel équilibre. On parle alors de résilience, qui peut être donc ici la résilience réactive, la résilience en réaction à la crise climatique ou biotique, selon le cas. Et si la résilience n'est que partielle, eh bien, on atteint un nouvel équilibre qui va demander une gestion adaptative. Et là aussi, vous aurez un atelier qui débattra de gestion adaptative à partir d'exemples. Donc, je vais ici maintenant vous présenter les concepts fondamentaux utilisés dans le domaine des risques liés au climat sur les systèmes naturels et humains. Et pour ça, l'ensemble de la boîte que je vous présente ici représente le socio-écosystème. Ça rejoint les interventions de nos 2 conférenciers d'introduction, dans lequel on ne s'intéresse pas qu'à l'écosystème et à la production de bois au sens production amont de la filière forêt-bois. On s'intéresse à l'ensemble des acteurs concernés par la filière. Et il y a donc un risque qui va être quelque chose de probabiliste. Le risque, c'est la rencontre entre des situations de systèmes vulnérables exposés à des aléas, alors qui sont soit climatiques, soit biotiques, soit multiples, soit en cascade, qui s'enchaînent dans le temps ou qui co-occurrent en même temps. Et ces risques, soit ils se produisent, soit ils ne se produisent pas. Ces aléas, soit ils se produisent, soit ils ne se produisent pas. J'ai insisté déjà sur la notion d'exposition, quels sont les enjeux dont on parle. Et lorsque ces 3 éléments se rencontrent, c'est-à-dire qu'on a des enjeux vulnérables qui se rencontrent des aléas, alors on n'est plus dans un risque potentiel, mais dans un risque réalisé, parce que la probabilité d'occurrence devient égale à 1, et donc le risque devient une réalité et peut enclencher une crise. Dans la suite des RégéFor, vous aurez des exposés sur différents aspects de ce schéma, en particulier les 2 drivers qui sont le système climatique. Dans les aléas, on peut avoir à la fois quelque chose qui relève de la variabilité naturelle du climat et quelque chose qui peut venir de l'évolution tendancielle du climat. Et ça, c'est super important de ne pas tout mélanger, de ne pas tout mettre sur le dos du changement climatique. Et pour cela, vous aurez une intervention de notre collègue Jean-Michel Soubérou de Météo France qui interviendra sur ces notions d'attribution au changement climatique, de variabilité et d'événements extrêmes.
Un autre exposé aussi que je souhaitais introduire ici, c'est que selon l'enjeu auquel on s'intéresse, eh bien, la crise va être quelque chose de dommageable ou quelque chose qui peut relever d'opportunités. Et on aura par exemple un exposé autour des crises et de la biodiversité qui illustrera cette différence de point de vue selon les enjeux considérés. Alors la première importance, le premier point qui a été rappelé par Michel Badré tout à l'heure, c'est qu'avant de passer à l'action, eh bien, il faut savoir de quoi on parle et il va falloir quantifier et cartographier si possible les aléas, qu'ils soient climatiques ou biotiques, les quantifier de manière à savoir si on est dans la gamme de variabilité naturelle du climat et des cortèges biotiques ou si on est dans ce qu'on va appeler un événement extrême qui donc constitue une anomalie par rapport à ce que le système socio-écologique a l'habitude d'encaisser. Pour ça, on a souvent besoin d'une vision rétrospective pour détecter la gravité de l'anomalie en termes de fréquence d'occurrence, d'intensité et d'extension. Là aussi, je vous renvoie vers l'exposé de Jean-Michel pour ces notions-là. Et puis, vous aurez deux exposés, un sur les impacts d'un aléa plutôt climatique, la sécheresse, dans l'exposé de Yann Vitas, et un exposé plutôt dédié aux aléas biotiques dans l'exposé de Valentin Queloz, qui donnera un autre point de vue. Pour quantifier les aléas, en particulier l'aléa sécheresse, la recherche a développé des outils pour aider à ce diagnostic et en particulier, nous avons développé un outil qui vous permet de calculer en ligne l'intensité de cet aléa sécheresse, de le comparer par rapport à une séquence temporelle et d'avoir une réflexion sur le caractère anormal ou non de l'événement qui induit la crise que vous avez à gérer. Vous aurez là aussi des exemples, en particulier au cours de la tournée crise-être, nous vous décrirons ce qui nous semble être l'aléa climatique responsable de la crise que nous allons décrire. Sur ce même site Biljou, vous allez aussi pouvoir découvrir très prochainement des cartes de sécheresse qui sont présentées soit en valeur absolue d'intensité, de durée ou de précocité de sécheresse, mais aussi justement en anomalie, de manière à détecter le caractère exceptionnel ou non de l'événement. Ces caractéristiques de sécheresse seront aussi discutées dans le forum des jeunes chercheurs, en particulier dans le groupe 2. Alors, j'ai parlé de cartographier et de quantifier ces aléas. C'est souvent un prérequis pour comprendre ce qui se passe. Et je rejoins ce qui a été dit. Avant d'agir, c'est bien de comprendre ce qui se passe et de ne pas se tromper d'aléas. Parce que les aléas peuvent intervenir dans une succession particulière ou peuvent être trompeurs, c'est-à-dire penser qu'il s'agit d'un aléa climatique alors que c'est l'impact d'un autre effet. Donc ici, c'est à nouveau l'exemple de la crise de la chaînée du plateau lorrain que j'ai présenté tout à l'heure. Je vous avais présenté deux crises. La première crise a été enclenchée principalement par un aléa sécheresse. Et donc, pour comprendre cette première crise et son extension spatiale, on a été amené à cartographier l'intensité du déficit hydrique du sol. La deuxième crise a été, elle, induite par un aléa de type défoliation, donc gradation de chenilles processionnaires avec des défoliations récurrentes pendant plusieurs années. Et là aussi, la cartographie par nos collègues de l'Office national des forêts et du département santé des forêts ont permis d'avoir une description spatialisée des indicateurs. Là aussi, Frédéric vous reprendra ces notions d'indicateurs et de surveillance importantes pendant la crise et avant la crise. Diagnostiquer les facteurs de vulnérabilité. Donc là, il s'agit d'identifier quels vont être les facteurs qui jouent sur la réponse des peuplements ou du système plus largement, ça peut être l'ensemble de la filière, pour identifier les leviers sur lesquels on va pouvoir agir pour réduire la vulnérabilité et donc quelque part augmenter la résilience face aux crises futures. Là encore, si je reprends l'exemple des chaînées de Moselle, je vous illustre ici des facteurs très génériques qu'on retrouve dans la plupart des cas de dépérissement. Les facteurs de contraintes liées au sol, que ce soit des contraintes liées à l'alimentation en eau,
et donc quelque part à la sécheresse ou aux contraintes liées plutôt au caractère trophique des sols, l'âge des peuplements ou encore leur composition, puisque souvent les essences ne sont pas toutes impactées de la même manière par un aléa donné. Dans le premier thème des journées des ateliers Régéfort, on va parler de comprendre et de gérer les crises. Et ça, pour moi, c'est de l'adaptation réactive, c'est-à-dire on est devant un risque réalisé et à court terme, il faut faire face. Pour cela, je vous renvoie, pour aller très vite, au guide de gestion des forêts en crise sanitaire que nous venons de republier, qui fait un retour d'expérience intéressant sur des crises passées et qui décrit un certain nombre de crises encore en cours. Si on reprend l'exemple, toujours le même des chênaies du plateau lorrain, et plus largement qui peut concerner 161 000 hectares de chênaies dans le Grand Est, le retour d'expérience nous a appris à remplir ce diagramme entre les différents aléas en jeu, les facteurs de vulnérabilité sur les sols et la gestion en particulier, les enjeux économiques et de santé publique, puisque c'est une chenille qui a des poils urticants. Et le retour d'expérience est important parce qu'on apprend des crises pour s'améliorer, pour se préparer à la suivante, et vous aurez des exposés et des témoignages qui vous décriront ces retours d'expérience. Pour se relever et préparer le futur, ce sont les deux autres thèmes de nos journées. C'est aller au-delà de l'adaptation réactive. Et pour moi, c'est important de vous introduire tout de suite là, les notions de nature et de forme d'adaptation en fonction de l'importance du changement du climat d'une part et de la situation par rapport à ce que les écosystèmes et les filières ont déjà rencontré. Plus on va avoir des changements forts par rapport à ce qu'on a déjà connu, plus on va devoir abandonner l'adaptation incrémentielle qui consiste à faire face pour aller de plus en plus vers de l'adaptation systémique qui va consister à ajuster les systèmes, voire à complètement les transformer. À ce moment-là, on va être dans des adaptations de rupture qu'on appelle adaptation transformante ou transformationnelle. Et là, ça répond à une question qui a été posée dans l'onglet questions par Jean-Luc. Si on est dans cette situation, il va falloir faire preuve de choses complètement différentes, de beaucoup plus d'innovation et de besoins en recherche croissants. Plus on va s'éloigner de ce qu'on connaît, plus il va falloir appuyer la recherche et l'innovation. Dans ces différents types d'adaptation, je vous ai illustré ici avec quelques verbes d'action parce que l'adaptation est quelque chose de volontaire. Si on veut sortir de l'adaptation réactive et de ne s'adapter qu'à coup de crise, il va falloir être un peu proactif et donc avoir une démarche un peu volontaire. Là aussi, je vous ai figuré là-dessus un atelier qui va s'intéresser aux besoins en recherche, c'est l'atelier 2, des exposés sur l'adaptation vers une meilleure résilience, une adaptation qui tienne compte du rôle nouveau peut-être des assurances face à des risques climatiques qui aujourd'hui ne sont pas assurés, et des exemples et des témoignages en termes de stratégie pour reconstituer après les mortalités massives. Alors l'espace des solutions, c'est les climatologues qui proposent là encore dans les travaux du working group sur l'adaptation, la vulnérabilité et les aléas climatiques des solutions et comment elles s'organisent, parce qu'il n'y a pas une solution miracle, c'est un ensemble de solutions. Pour travailler sur la vulnérabilité, il va falloir améliorer nos diagnostics. Et donc, vous aurez un atelier autour des outils qui sont déjà disponibles et de leur mobilisation pour répondre à ces questions. J'ai déjà parlé du guide de gestion de crise que vous pouvez télécharger sur le site du RMTA Force. Vous aurez un atelier qui va parler aussi d'organisation collective en situation de crise. Tout ce qui est à droite concerne l'adaptation, la patate violette. Donc, j'ai introduit les grands concepts d'adaptation incrémentielle, réactive ou transformante, avec différents leviers comme l'adaptation avec prise en compte économique et assurantielle.
Tout ce qui concerne les trajectoires socio-économiques qui embarquent non seulement ceux qui produisent le bois, mais l'ensemble de la société, de la transformation, des filières, qui là va passer beaucoup par des réflexions multi-acteurs et en particulier par des exercices de prospective. Donc vous avez un atelier sur les interactions multi-acteurs et puis on pourra sans doute évoquer un atelier prospectif autour du life artisan. Et tout ce qui concerne la gouvernance, vous avez aussi 2 ateliers qui feront appel soit aux actions du plan de relance, soit au rôle des politiques publiques dans ce contexte. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite à tous des bons ateliers Régéfort. Nous avons 3 jours pour réfléchir à ces défis. Personnellement, je mets au pluriel parce que je pense qu'il y en a beaucoup à relever. Merci de votre attention. Merci Nathalie. Et en plus, tu nous as permis d'introduire à la fois les futures conférences et les ateliers, donc c'est impeccable.